Oui, la super. Alors évidemment, on s'y attendait. Ça faisait longtemps, hein, maintenant, depuis mai, qu'on parlait de ces mandats d'arrêt probables, en tout cas, ces mandats d'arrêt possibles par la Cour pénale internationale. C'est la super. C'est surtout, on se resserre autour du drapeau. On a vu toute l'opposition, qui a ses propres raisons politiques peut-être, mais toute l'opposition s'est resserrée autour de Benyamin Netanyahou, a appelé à une récompense pour le terrorisme, une décision honteuse de la communauté internationale, hein. Évidemment, ici en Israël, on ne voit pas ça forcément comme quelque chose qui vient de ces trois juges qui siègent à La Haye, mais évidemment de toute une espèce un sentiment d'assiégé de la part des Israéliens par rapport à la communauté internationale. Le maître mot dans toutes les déclarations de tous les hommes politiques qui ont pris la parole, c'est antisémitisme, antisémitisme, antisémitisme. On le redit en permanence et vous en parlez tout de suite. Une déclaration de Benyamin Netanyahou qui est tombée ici peu, qui parle même d'être un nouveau Dreyfus. Et très clairement, il va se mettre dans cette position un petit peu accusé, mais aussi victime. Évidemment, ce n'est pas que Netanyahou qui est inquiété. Il y a aussi Yoav Gallant, l'ancien ministre de la Défense qu'il a lui-même limogé à la veille des élections américaines. Donc ce n'est pas seulement Benyamin Netanyahou ou le gouvernement qui est inquiété, mais aussi toute l'armée israélienne. Évidemment, pour beaucoup d'Israéliens, c'est aussi un problème. C'est le fait que ce soit la conduite de la guerre elle-même qui soit visée, et pas seulement le gouvernement Netanyahou. Effectivement, merci beaucoup Nicolas. Restez avec nous, on aura sans doute d'autres questions à vous poser, mais d'abord l'analyse avec notre reporter Solène Rioux. Bonjour Solène. Bonjour. Le colonel Pierre de Jong, bonjour. Consultant géopolitique LCI, vice-président de l'Institut Thémis. Et Gallagher Fenwick, bonjour, grand reporter et spécialiste des questions internationales. Gallagher, justement, on en parlait, c'était attendu. Ça n'en reste pas moins un coup de tonnerre. En témoigne la réaction extrêmement virulente du Premier ministre israélien. Regardez, qui parle d'un jugement à la Dreyfus. C'est comme le procès Dreyfus, dit-il. Il juge la cour antisémite. Non, c'est évidemment une bombe juridique entre guillemets. Nicolas a raison, les Israéliens s'y attendaient dans une certaine mesure. Cela dit, le temps pouvait commencer à paraître long. Et ça n'était pas un secret que les pressions à l'encontre de cette chambre préliminaire, sur laquelle siègent 3 juges, dont un Français, Monsieur Nicolas Gouillou, faisait l'objet notamment de la part des Américains. Il faut se rappeler de cette lettre d'une quinzaine de sénateurs américains menaçant de s'en prendre à ces juges et à leur famille. Donc immense pression, et ces pressions-là ne vont faire que s'accroître. C'est-à-dire qu'ils ont résisté sous l'autorité du procureur Karim Khan, qui a donc fait la demande à cette chambre préliminaire, demande d'émission de mandat d'arrêt. Contre, ça a été dit, Yoav Gallant, qui est l'ancien ministre de la Défense, puisqu'il a été limogé par Benyamin Netanyahou. Au début du mois. Puis Mohamed Deif, qui n'était pas tout seul, puisqu'il y avait Mohamed Deif, cerveau présumé des attentats du 7 octobre, avec à ses côtés Ismaël Haniyeh et Yahya Sinwar. Les deux ont été tués. Ça, c'est une autre forme de justice. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme symbole derrière tout ça ? D'abord, c'est la première fois que la Cour pénale internationale émet des mandats d'arrêt contre des dirigeants israéliens. Donc, il y a une première historique. La deuxième chose, c'est qu'il s'agit de lutter contre l'impunité. Donc, ces juges ont regardé le dossier qui leur est présenté, avec des allégations de complicité dans la commission de crimes d'une gravité historique, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, violence intentionnelle contre des populations civiles. Ça, c'est pour la partie israélienne. Et qu'est-ce qu'ils vont regarder ? C'est un petit peu, entre guillemets, comme à la Cour internationale de justice. Ça, c'est pour les États. La Cour pénale internationale, c'est nominatif, c'est pour les individus. Bien, il faut regarder, par exemple, quand Yoav Gallant a dit nous allons couper la nourriture, l'eau, l'électricité, tout, qu'il a parlé d'animaux humains. Pareil, les références du Premier ministre israélien, M. Netanyahou, à Amalek, et quand on connaît sa Bible et le sort qui est réservé aux Amalécites et ce que cela implique, on tuera leur père, leur mère, leurs enfants, le bétail, on les tuera tous. Voilà, donc c'est un moment d'immense tension entre le droit international et ceux qui n'y croient pas et qui veulent faire prévaloir la force. M. Netanyahou et son ancien ministre de la Défense et Mohamed Deif font peut-être, aux yeux de la Cour, qui ne s'est pas encore prononcée. Il faut parler de soupçons, parce que c'est-à-dire qu'ils sont inculpés, mais pas condamnés. Pas condamnés, mais en tout cas, le mandat d'arrêt a été émis à l'encontre. Pour qu'un procès puisse avoir lieu. Exactement. Reed Brody nous attend, vous le voyez peut-être sur notre écran. Voilà, bonjour, merci d'être avec nous, ancien substitut du procureur de l'État de New York, avocat américain spécialiste de la défense des droits de l'homme surnommé
On vous surnommait le chasseur de dictateurs parce que vous aussi, vous avez travaillé pour le respect du droit international. D'abord, on va revoir la photo de ces 3 hommes qui sont désormais visés par un mandat d'arrêt de la CPI. Est-ce que vous, Reed Brody, quand vous voyez cette photo, d'abord, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque ? Non, il y a rien qui me choque. Je pense on va juste parler d'un Premier ministre, un ministre israélien aux côtés d'un dirigeant du Hamas. Écoutez, le droit est le même pour tous. Hein? Gallagher Fenwick avait dit que c'était la première fois qu'un dirigeant israélien était enquêté par la justice internationale. En fait, c'est la première fois qu'un dirigeant pro-occidental soit enquêté. En fait, aucun cours international depuis la Seconde Guerre mondiale n'a visé un leader pro-occidental. Jusqu'ici, les instruments de la justice internationale ont été utilisés presque exclusivement pour traiter des parias comme le leader de Hamas, des ennemis vaincus comme à Nuremberg ou Tokyo, ou des adversaires de l'Occident comme Vladimir Poutine et Slobodan Milosevic. Donc en fait, c'est un événement marquant dans l'histoire de la justice internationale. Et il ne s'agit pas de mettre les personnes sur pied d'égalité, il s'agit de comparer des personnes aux crimes. Et les crimes des uns ne justifient pas les crimes des autres. Et en fait, Gallagher Fenwick en avait parlé, la Cour internationale de justice, qui est un autre cour à l'œil, a déjà considéré que les actions d'Israël risquent de violer la Convention contre le génocide. C'est pas un cours antisémite, c'est pas un cours anti-occidental. Tout le contraire, c'est un cours qui jusqu'ici n'a visé que les ennemis de l'Occident. Oui, jusqu'ici. Gallagher, vous aviez une question ? Non, pour abonder dans le sens de M. Brody, en fait, il ne faut pas confondre le flacon et le poison qu'il contient. Il n'y a pas de crime de guerre démocratique. Il n'y a pas de crime de guerre terroriste. Il y a des crimes de guerre. Qu'ils soient commis par des personnes en costume, cravate ou par des gens mal rasés, ça reste des crimes de guerre. Et c'est pour ça que ces photos, elles sont côte à côte. Et c'est pour ça que se retrouvent, métaphoriquement parlant, sur le banc des accusés, un Vladimir Poutine, un Benyamin Netanyahou et un Mohamed Deif. Parce qu'aux yeux de cette justice, tous, ils n'ont pas encore été jugés, se sont potentiellement rendus responsables de ces crimes qui sont d'une extrême gravité. Dans les faits, Reed Brody, si jamais Benyamin Netanyahou voulait voyager, il ne pourrait plus le faire dans certains pays qui sont signataires du statut de Rome. Il y a comme la France, par exemple. La France a déjà l'Union européenne, par exemple, serait tenue d'arrêter Benyamin Netanyahou s'il était sur le sol français, s'il était sur le sol anglais, s'il était sur le sol italien, par exemple. Exactement, et les gouvernements l'ont déjà annoncé cet après-midi. Le gouvernement français, le gouvernement néerlandais ont déjà réagi. Je n'ai pas vu les autres, mais ils vont certainement réagir dans le même sens. Vladimir Poutine est dans la même situation, mais en fait, les amis de Vladimir Poutine ne sont pas les pays qui ont ratifié le traité de la CPI, tandis que les pays qui risquent d'accueillir, qui auraient risqué avant d'accueillir Benjamin Netanyahu, à l'exception des États-Unis, sont membres de la CPI et sont dans l'obligation juridique. Alors, pardon de vous arrêter sur ce point précis, les États-Unis, parce qu'ils ont signé. Mais ils n'ont pas ratifié. Mais ils n'ont pas ratifié. Ils n'ont pas ratifié. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils n'ont pas la même obligation juridique. Ils peuvent, mais ils ne vont pas, évidemment. Mais ils ne sont pas dans l'obligation contraignante juridique de l'appréhender, de le transférer à la CPI. Il faut rappeler que la Cour pénale internationale n'a pas de force, elle n'a pas de police qu'elle peut envoyer pour pratiquer des arrestations. Donc, et c'est souvent le cas avec le droit international, ça repose sur la coopération et le bon vouloir des États. Il y a un exemple tout récent, et Solène me le soulignait à l'instant. Quand Vladimir Poutine s'est rendu en Mongolie, qui a à la fois signé et ratifié, Ulan Bator a fait le choix de ne pas arrêter Vladimir Poutine. Donc sur les 27 Européens, Netanyahou pourrait, avant un déplacement, coordonner, s'assurer qu'il n'y aurait pas d'arrestation. Ça mettrait
un peu plus à mal l'autorité de cette juridiction, mais c'est possible. Il y a une autre chose qui va grandement compliquer les déplacements du Premier ministre israélien et de l'ancien ministre de la Défense, c'est que parfois vous devez passer au-dessus des espaces aériens et en cas d'avarie ou de problème, vous déposez. Ça devient très problématique de devoir vous poser en urgence. Alors on verra s'il y a d'autres conséquences que celle-ci, l'entrave au déplacement du Premier ministre israélien. Juste quand moi je lisais l'avis de la CPI donc, qui a été émise là cet après-midi, il y avait un point militaire. La Chambre a estimé qu'il y avait des motifs raisonnables de croire qu'aucun besoin militaire clair ni aucune autre justification au regard du droit international ne pouvait être identifié pour justifier les restrictions imposées dont parlait Gallagher tout à l'heure. On est dans le cœur du sujet de l'opération. C'est pour ça, en fait, que le président, ou en tout cas le Premier ministre israélien, est convoqué, en tout cas, pour enquêter sur le comportement de son armée. C'est vrai que 40 000 morts, par rapport aux 1400 morts initiaux du 7 octobre, il y a un décalage qui est énorme, et c'est vrai qu'il y a des comptes à rendre. Maintenant, je n'arrive pas à m'empêcher, encore une fois, je ne reviens pas sur le fond du débat, qui est vraiment clair, la justice est la même pour tout le monde, même si on voit qu'en fonction de la signature et de la ratification, il y a 3 niveaux en fait. Soit vous n'êtes pas dedans, il y a pas mal de pays qui ne sont pas dedans, qui n'ont pas adhéré au traité de Rome, soit vous avez signé, comme les Américains, je crois que les Russes également l'ont signé, mais ils n'ont pas ratifié. Les Chinois ne sont pas dedans, les Indiens ne sont pas dedans, il y a plein de pays qui ne sont pas dedans. Donc il y a des niveaux extrêmement différents, donc vous n'êtes pas tenu de participer. Non. La deuxième chose, c'est ce contexte mondial qu'il y a actuellement. J'arrive pas à séparer l'opération Netanyahou avec l'opération Poutine. Donc on voit bien qu'il y a une opération qui a été montée, parce que je vous rappelle que Poutine, ainsi que son chef d'état-major et l'ancien ministre des Armées, Shoigu, sont également convoqués à la CPI. J'arrive pas à m'écarter de l'idée selon laquelle, rappelez-vous, l'Afrique du Sud avait contacté ce qu'on appelle la Cour internationale de justice, il me semble bien, et donc c'était il y a quelques mois, où il y avait et je me demande si la CPI n'a pas suivi en fait les sollicitations de la Cour internationale de justice, et donc l'a convoqué. Donc en fait, il y a une action mondiale qui est menée contre Israël, et surtout contre les Occidentaux. Et on va vers un sujet, alors ça c'est de la géopolitique à l'état pur, c'est qu'on voit qu'il y a ces deux mondes qui se dessinent, dans lequel aujourd'hui cette justice elle touche tout le monde. Alors je dis pas dit que c'est bien ou mal, simplement je constate que ça laisse peu de marge de manœuvre, si vous voulez, aux dirigeants qui dépassent ou qui outrepassent leur mandat quelque part. Peut-être, il y a peut-être une pression. Juste, on va préciser, Solène, Mohamed Deif est concerné par ce mandat d'arrêt. Alors, Israël affirme l'avoir tué en juillet dernier, sauf que le Hamas n'a pas confirmé sa mort, d'où le fait qu'il soit toujours poursuivi par la CPI. Oui, il est considéré comme mort, en effet, depuis le 13 juillet dernier. Israël a affirmé l'avoir éliminé, le Hamas ne confirme pas, alors qu'il a confirmé pour les assassinats, les éliminations de Yahya Sinwar et Ismail Haniyeh. Ils étaient tous les trois sur ce mandat qui avait été requis il y a 6 mois par le procureur de la CPI. Je pense qu'il y a aussi, sans parler d'égalité, de mettre sur un pied d'égalité ou d'amalgame, il y avait peut-être aussi une nécessité à ne pas avoir que ces 2 visages de droite sur ces mandats de la CPI, et d'utiliser un petit peu ce doute sur, c'est mon avis personnel, sur la vie ou la mort. Je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est ma suggestion sur le fait qu'on ne soit pas sûr. Et la CPI n'a aucune confirmation de la mort ou pas de Mohamed Deif, qui est, soit dit en passant, quand même considéré comme le cerveau des attaques du 7 octobre. Normalement, et au-delà de ça, de beaucoup d'autres meurtres, tortures, viols, etc. Normalement, devaient être concernés par ce mandat d'arrêt, donc vous l'avez dit, Yahya Sinwar et Ismail Haniyeh, mais comme leur mort là a été confirmée, la CPI a retiré leur visage. Le Hamas, en tout cas, salue cet après-midi une étape importante vers la justice. Je cite, bien évidemment, ça fait rire Gallagher. Ils sont aussi visés. Juste, oui, ils sont aussi visés. Et à l'époque, concrètement, par cette justice aussi. Juste concrètement, on parlait des conséquences d'une telle décision, à part le fait qu'effectivement, Benyamin Netanyahou va plus pouvoir voyager comme il le veut. Sinon, est-ce que c'est une pression supplémentaire sur Israël ? Est-ce que ça va vraiment l'arrêter dans sa guerre ? Oui. Alors, plusieurs choses. D'abord, ça accroît le sentiment que Netanyahou est en train de faire de son pays un pays paria. Oui. Il est lui-même l'incarnation de cet isolement, c'est-à-dire que ça va réduire son champ d'action géographique, diplomatique, de manière dramatique, dans ses déplacements, qui ne vont pas devenir impossible, mais très compliqué. Et on voit en toile de fond se dessiner, à mon sens, un affrontement à la fois entre le droit et la force,
j'en ai parlé tout à l'heure, parce que à quoi sert la Cour pénale internationale? À lutter contre l'impunité des individus, quels qu'ils soient, et quelle que soit la nature des gouvernements, des régimes auxquels ils président, ou des institutions, des organes, des organismes auxquels ils appartiennent. Et de l'autre côté, un affrontement aussi, j'en termine par là, entre les goûts et les valeurs. Il y a des gens auxquels clairement ça ne plaît pas de voir ces trois visages côte à côte, parce que ça n'est pas de leur goût, mais il faut remettre au centre de ce débat, le dépassionné, les valeurs, et notamment celle cardinale parmi toutes, le droit international.